Bonjour à tous, merci de ne pas être venu assister à ma conférence dont le sujet est le logiciel libre dans un studio d'animation. Alors, je suis Damien Picard, j'ai un doctorat en 3D depuis pas longtemps, et mon sujet de thèse c'était justement précisément le logiciel libre dans un studio d'animation. Alors, ça étudie ce qu'est un logiciel libre, ce qu'est le cinéma d'animation, quelles sont les problématiques pour un studio d'animation qui voudrait utiliser du logiciel libre ou développer du logiciel libre, soit seul, soit en collaboration avec d'autres studios, et quelques logiciels libres que un studio peut utiliser pour, pour fabriquer ses images. Alors il faut savoir que moi je travaille toujours d'ailleurs dans un studio d'animation qui est assez petit, et les problématiques de production ne sont pas forcément les mêmes d'un studio à l'autre. Sachant que chaque studio a ses propres pipelines, ses propres processus de fabrication. Mais il y a quand même des observations un peu générales qu'on peut faire. Alors, une première chose que je voudrais évoquer, c'est ce qu'est un logiciel libre. Parce que tout le monde croit savoir ce qu'est le logiciel libre ou ce qu'est le logiciel open source. Et il y a beaucoup de confusion terminologique que je voudrais éclaircir pour que tout le monde parle de la même chose. Alors, le logiciel libre, c'est un type de licence logicielle, en fait. Donc, on a un programme qui est écrit par un auteur ou qui est publié par un éditeur. Et l'auteur passe un contrat avec l'utilisateur, un contrat qu'on appelle une licence logicielle. Une licence de logiciel libre, c'est aussi un contrat qui est établi entre l'auteur et l'utilisateur. Mais par définition du logiciel libre, et aussi par définition du logiciel open source, c'est la même définition juridiquement, il faut que ce contrat, cette licence libre, fournisse à l'utilisateur 4 libertés. La liberté d'utiliser le logiciel comme pour n'importe quelle fin, de la manière dont il veut. Et la deuxième liberté, c'est celle d'étudier le code source, c'est-à-dire la méthode de fabrication du logiciel. Si on n'a accès que à une version binaire exécutable du logiciel, ou à une application, eh ben, on ne peut pas savoir comment il est fait. On ne peut pas le modifier, on ne peut pas le réparer s'il casse. Et donc, pour qu'un logiciel soit libre, il faut qu'il y ait cette liberté de plonger dans le code source et de faire sa propre version du logiciel. La troisième, c'est l'extension, c'est la liberté de modifier le code source pour en faire justement des versions dérivées ou pour améliorer, réparer un programme qui ne marche pas. Et la quatrième et dernière liberté du logiciel libre ou du logiciel open source, c'est celle de pouvoir distribuer le programme. Généralement distribué sous forme de code source. Donc ça veut dire que j'ai téléchargé les sources d'un logiciel libre, je l'ai modifié, ou mon studio l'a modifié, je peux le donner à mon voisin ou le vendre à quelqu'un. Et c'est permis par les licences de logiciels libres, par définition. Alors ensuite, le deuxième point, c'est qu'il y a souvent une confusion entre logiciel libre, open source, freeware et licence logiciel source available. Alors il y a ces quatre mots. Je vais parler très brièvement de ces 4 mots, mais juste pour que tout le monde soit au courant de ce que ça signifie. Alors, c'est les définitions juridiques que je vais évoquer. Hein. Le logiciel libre et open source, c'est la même définition, donc c'est celle que j'ai évoquée précédemment avec les 4 libertés d'utiliser, étudier, modifier et distribuer le code source. Ensuite, on a les logiciels dits freeware. Alors, les logiciels freeware, c'est pas free software. Free software, c'est logiciel libre.
Freeware, c'est logiciel propriétaire mais gratuit. C'est-à-dire que je peux l'utiliser gratuitement sans payer pour l'utilisation. Mais ça ne signifie pas que c'est un logiciel open source. Ça veut juste dire qu'il est gratuit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que logiciel libre et logiciel gratuit, c'est deux dimensions différentes en fait. Et le dernier, le dernier élément, c'est le logiciel dit source available, c'est-à-dire un logiciel dont je peux lire les sources, mais sans avoir le droit nécessairement de les modifier ou de les redistribuer. C'est par exemple le cas du moteur de jeux vidéo Unreal Engine, que j'ai le droit d'accéder aux sources, selon certaines conditions, mais ça ne signifie pas que ce logiciel soit un logiciel libre ou un logiciel open source. Ça signifie que je peux regarder les sources, mais je ne peux pas me les approprier, je ne peux pas le redistribuer, je ne peux pas le vendre. C'est contraire à la licence d'utilisation de ce logiciel. Donc, c'est pas un logiciel libre. C'est une distinction qui est très importante parce que souvent on dit open source pour signifier j'ai accès aux sources, mais ça suffit pas en fait. Il faut que ce soit c'est plus drastique. Il faut que je puisse redistribuer les sources aussi et les modifier. Alors ensuite, je voulais évoquer quelques logiciels qu'on pouvait utiliser quand on est un studio d'animation pour fabriquer des images dans son pipeline de fabrication. Alors encore une fois, c'est des généralités et tous les studios n'ont pas les mêmes problématiques. Selon qu'on fait des VFX, des effets visuels, selon qu'on fait de l'animation, selon que ce soit de l'animation dite traditionnelle, dessinée, selon que ce soit de la 3D, selon que ce soit des formes hybrides, selon que ce soit de la stop motion, pourquoi pas. Donc, tout dépend de ce que vous faites et il n'y aura pas une seule réponse. Ce qui est généralement admis, c'est que pour fabriquer de la 3D, aujourd'hui, en 2020, on peut utiliser le logiciel libre Blender. Je pense que tout le monde connaît et c'est même le sujet de cette discussion. Mais en tout cas, il y a de moins en moins de doutes, année après année, que le logiciel a fait ses preuves, d'une part, techniquement, qu'il est suffisamment bien supporté, maintenu et développé par une équipe et par une communauté de développeurs engagés, que a priori c'est un logiciel qui est là qui va rester assez longtemps pour qu'on puisse s'engager. On voit que les développeurs de ce logiciel sont en contact avec des studios, donc il y a des retours professionnels, et c'est vraiment un programme qui se professionnalise. Je crois qu'il y a un consensus là-dessus. Alors ça, c'est donc le premier logiciel. Je ne vais pas en parler très longtemps parce que, ouais, comme je disais, à peu près tout le monde connaît. Les logiciels, la difficulté que j'ai, c'est que j'aimerais pouvoir affirmer que n'importe quel studio peut faire un pipeline intégralement fondé sur du logiciel libre. Malheureusement, d'après les avis que j'ai récoltés dans la communauté, notamment auprès de TD, c'est pas vrai. Parce que ça dépend des contraintes de production, ça dépend des exigences techniques, ça dépend de l'envergure des projets. Donc, tout dépend. Dans le studio pour lequel je travaille, l'effet spécial, on utilise notamment Krita, qui est un logiciel de peinture, qui permet aussi de faire de la retouche. Ça ressemble à Photoshop, mais ce n'est pas Photoshop. Ça répond assez bien aux problématiques qu'on a dans ce studio, mais d'après ce que j'entends dans d'autres studios, c'est pas forcément suffisant en termes soit d'ergonomie, soit d'habitude pour les graphistes, soit simplement de performance. Et j'entends en fait souvent des sons de cloche similaires pour d'autres logiciels, pour par exemple Meshroom, qui est un programme de photogrammétrie, à savoir que c'est une technique qui va être amenée à se développer, notamment pour les VFX, mais aussi éventuellement pour l'animation. Et bon, Meshroom, d'après certains retours, c'est bien, mais les performances sont encore insuffisantes pour des grosses productions.
De la même façon, on peut évoquer par exemple le logiciel DJV qui sert à lire des séquences d'images et qu'on peut intégrer dans un pipeline pour donc faire pour lire ces séquences de PNG, qui peut dans certains cas remplacer des logiciels comme RV, mais dans certains cas non, selon que il faille scripter beaucoup de choses dans un pipeline, tout dépend. On peut parler... de quoi on peut parler? Bon, peu importe. Je vais m'arrêter là parce que la liste pourrait s'étendre. Sur les applications, pour le moment, la conclusion aujourd'hui, c'est plus ou moins celle-là. Il y a Blender qui est universellement reconnu comme, enfin, ou en tout cas de plus en plus reconnu comme viable, et le reste, ça dépend des enjeux. Mais plus important que ça, il y a la question de comment faire si un studio est intéressé par le logiciel libre pour pouvoir s'y mettre. Alors, on peut juste décider, je vais regarder ce qui existe, et puis ce que j'ai évalué qui convient à mon pipeline ou à mes problématiques de production, ben, je vais le prendre, et puis voilà, quoi, comme un produit. Pour moi, alors ça c'est une opinion, euh, pour moi c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que il suffit pas d'adopter le logiciel libre et de l'utiliser, enfin c'est déjà très bien, mais il faut savoir qu'il y a une démarche que les studios peuvent adopter, ou plusieurs démarches, qui sont plus proactives. Donc celle de donner de l'argent, de faire des dons aux développeurs de logiciels, ceux qui les acceptent en tout cas, comme par exemple les développeurs de Blender ou de Krita, acceptent des dons de la communauté, et notamment de professionnels de structures, de studios, pour engager des développeurs pour développer le logiciel, parce que ça se fait pas tout seul et qu'il faut de l'argent. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est que les gens qui utilisent ces logiciels, soit les graphistes, soit les TD, soit les superviseurs, euh, et la démarche pour améliorer le logiciel, de faire des retours aux développeurs. Encore une fois, quand ces retours sont souhaités par les développeurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais en gros, s'inscrire sur les forums ou s'inscrire sur les plateformes de rapport de bugs pour dire ça marche pas, ça correspond pas avec ce dont on a besoin, et adopter une démarche plus euh, pour construire avec la communauté des utilisateurs et des développeurs. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est une démarche qui prend du temps pour s'y mettre, mais qui peut être importante pour l'adoption du logiciel libre. Ensuite, il faut savoir que certains logiciels, comme par exemple CGWire ou Cabaret, qui sont des logiciels libres et open source, respectivement pour la gestion de production et pour la gestion d'assets, euh, peuvent être, euh, peuvent être co-développés par des studios. Donc en partenariat entre l'auteur originel du programme et les studios qui peuvent soit participer directement euh, à s'impliquer dans le développement, donc avec les plateformes collaboratives de développement de type Git, GitLab, GitHub, etc. Soit dans certains cas, donc par exemple avec CGWire, financer le développement en payant la structure qui est l'auteur du programme. Il peut y avoir éventuellement des subventions pour ça, des financements publics, à voir avec le CNC, qui peut dans certains cas donner de l'argent pour la R&D sur les, sur les logiciels ou sur les pipelines de fabrication, et en particulier pour les logiciels libres, pour lesquels il peut y avoir une aide euh, importante, ou plus importante. Donc ça conclut cette brève introduction sur le logiciel libre dans le cinéma d'animation. Donc les 4 libertés, et puis il faut s'y mettre. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bien vous porter.